Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui une autre table ronde en plénière issue du Congrès des Patriotes à Arras. Une des tables rondes qui a manifestement le plus plu à l'auditoire, très nombreux présents, sur la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est important, la liberté d'expression? C'est notre cheval de bataille, c'est essentiel dans le contexte du règlement européen de censure DSA, toutes les lois liberticides, toute cette pression du fric des gouvernements, de l'Union européenne, du mondialisme. Tout ce qui s'est passé avec le Covid, l'Ukraine, vous allez entendre André Berkoff, vous allez entendre Éric Morillo, vous allez entendre le réalisateur du Monde d'après 1, 2, 3, Laurent Firotte, qui va en parler aussi dans le domaine du cinéma, c'est tellement passionnant. Vous allez entendre René Chiche, le professeur mis à l'écart par Pape Ndiaye de l'Éducation nationale, parce qu'il a blasphémé sur le covidisme et l'Ukraine, etc., sur son compte Twitter. Passionnant. Une table ronde animée par Thibault Longeon, qui est membre chez nous du comité exécutif. Vous me direz ce que vous pensez de cette table ronde, de cette problématique-là, d'ailleurs très essentielle de ce combat de la liberté d'expression. Vous me direz dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à la renforcer en la relayant, en mettant un pouce en l'air, en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Si ça n'est pas encore fait, vous cliquez sur s'abonner. Si vous découvrez la chaîne, c'est le moment. Un petit clic, c'est gratuit, c'est instantané, ça aide tellement la chaîne. Si vous êtes là depuis longtemps, pensez à vous abonner, vérifiez que YouTube vous a pas désabonné, réabonnez-vous. Le cas échéant, vraiment, ça aide au référencement, à la circulation, à la viralité de tout ce travail, de ces vidéos, de ces tables rondes. Donc, grand merci à vous. Je sais que vous êtes parfaitement conscient de cela. Voilà. Ce combat-là, je vous le dis maintenant, je vous le dirai plus en fin de vidéo. J'ai besoin de vous. Voilà. Ce combat pour la liberté d'expression, il nous touche. On fait plein de manifs pour la liberté. On se bat concrètement par des opérations coup de poing, par ces tables rondes. Venez aux Patriotes. Venez. La liberté fait partie de nos grandes, belles valeurs avec la souveraineté, la dignité, la paix notamment. La vérité pour lesquelles on se bat aux Patriotes dans ce mouvement anti-oligarchique. Adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle, ça n'est plus à jour. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Adhérez, réadhérez. Ce lien est également commenté, épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans les dernières secondes de la table ronde, vous aurez également un lien sur l'écran. Pensez-y maintenant ou en fin de vidéo. Vous pouvez faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permettra d'aider au financement d'Arras qui a coûté extrêmement cher, un grand succès, mais qui a coûté des dizaines de milliers d'euros. Tout ce qu'on fait tous les jours, nos actions, manifs, coups de poing, tracts, affiches, tout ce qu'on peut faire. Européenne l'an prochain, grande liste de rassemblement pour le Frexit, la libération de la France. Bref, soyez là. Adhésion, réadhésion, don, tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, vous le savez. Si vous mettez 60 €, en fait, ça vous coûte 20 après impôt. Si vous mettez 300, ça vous coûte 100, 3000, ça vous coûte 1000, 10, ça vous coûte 3 et quelques. Merci encore à tous ceux qui ont participé à ces événements. Vous verrez d'autres tables rondes sur cette chaîne ou la chaîne YouTube Les Patriotes, bientôt, ou d'autres interventions d'ailleurs en plénière. Profitez-en bien. Bonne table ronde. Bravo aux réadhérents, aux donateurs. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Et vive la France. J'invite les intervenants à venir sur la scène, notamment René Chiche, que l'on peut applaudir bien fort. René Chiche, qui est agrégé, professeur agrégé de philosophie, qui est membre du Conseil supérieur de l'éducation. On a eu le plaisir de l'avoir ce matin dans la table ronde consacrée à la situation délicate, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'école, porte-parole du syndicat Action et Démocratie CFE-CGC, et qui nous parlera plus précisément de la situation qu'il a connue personnellement, puisqu'il a osé user de sa liberté d'expression, et il a été sévèrement puni par son ministre de tutelle. Il nous en parlera plus en détail tout à l'heure. Merci en tout cas de votre présence. J'accueille également avec nous Éric Morillo. Éric Morillo qui a créé Les Incorrectibles, que l'on peut suivre sur YouTube notamment, que ça fait un carton avec plusieurs centaines de milliers de vues par interview. On a le plaisir à le suivre, on le voit également dans TV Liberté, Bistro Liberté. Merci à lui en tout cas d'être avec nous. Pour cette table ronde, nous avons également le plaisir d'avoir Laurent Firotte, que j'invite à monter. Laurent Firotte, un homme de cinéma que la plupart ont découvert à l'occasion des crises qu'on a vécues ensemble ces dernières années, avec notamment la réalisation de 2 films,
deux films qui ont rencontré un grand succès. Le Monde d'après, j'avais Le Jour d'après, c'est Le Monde d'après et Le Monde d'après 2. Merci en tout cas d'être présent avec nous. Et enfin, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir André Berkoff qui sera avec nous également. André Berkoff, qui est un journaliste de renommée, qu'on ne présente plus, qui officie sur les ondes, mais également récemment chez Omerta, où il présente, notamment le Dernier Verre, il me semble, cette nouvelle émission qu'on a le plaisir de regarder. Merci en tout cas à nos invités d'être présents pour cette table ronde. Merci beaucoup. On va commencer. On va commencer tout de suite avec vous, André Berkoff, qui est donc un journaliste qui, depuis plusieurs décennies, officie. Est-ce que vous avez remarqué, c'est une question un petit peu bateau pour lancer, mais est-ce que vous avez remarqué un rétrécissement de la liberté d'expression et de quand est-ce que vous arriveriez à la dater? Je vais la dater de 3000 ans. Vous savez, la liberté d'expression, ça a toujours été, toujours. Il faut toujours revenir au passé. Vous savez, les gens qui disaient « du passé, faisons table rase ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre au présent et à l'avenir si on ne comprend pas le passé? Il y a toujours eu, depuis Antigone, Créon, enfin je ne vais pas vous rappeler vos classiques, il y a eu le conflit éternel entre le pouvoir et les gens qui ont question à tout. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il veut? Tous les pouvoirs, ou presque tous les pouvoirs, et on comprend. C'est pour ça qu'il faut un contre-pouvoir. Le pouvoir, ce qu'il veut, c'est des moutons. C'est évidemment le règne des moutons. Et comment on règne? Par la peur. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis 3 ans. La peur. Le gouvernement par la peur. Attention, restez chez vous. Taisez-vous. Pourquoi? Parce que le pouvoir se considère comme le camp du bien. Nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Mais oui. Alors ça, c'est bien quand on a 3-4 ans, mais quand on a 15-20 ans, on a envie d'exister. Ah oui, mais attendez, on sait beaucoup mieux que ça. Alors, la liberté d'expression, je vais vous dire, oui, bien sûr, c'est un problème qui se posera aujourd'hui, hier et encore demain. C'est pour ça qu'il faut se battre. Et il faut se battre pour une chose très simple, pour comprendre que le problème n'est pas la liberté d'expression, c'est l'expression de la liberté. C'est ça qui est important. C'est que vous ayez des lieux d'expression de la liberté. Parce que la liberté, c'est quoi? Si c'est la liberté du bistrot, c'est très bien. Oui, on peut parler, on dit ça va pas, le gouvernement, machin, etc. Mais rappelez-vous, cette espèce de proverbe populaire, mais qui est très beau. La différence entre la dictature et la démocratie. La dictature, c'est ferme ta gueule. Démocratie, c'est cause toujours. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Donc, simplement pour vous dire, la liberté d'expression est un sport de combat. Et l'expression de la liberté est un sport de combat. Donc d'abord, battez-vous. Ne l'oubliez jamais. Alors sur cette table ronde, on a le privilège d'avoir des intervenants qui sont dans des champs d'action différents. On a la presse, le journalisme, mais on a également le milieu culturel. Le milieu culturel, c'est pour ça que je me tourne vers Laurent Firode. Comment est-ce que vous avez vécu ces 2 dernières années de crise, on peut le dire, où on a très peu entendu le milieu culturel s'exprimer, à part peut-être pour demander des subventions pour amortir la fermeture des cinémas et des salles de spectacle? On l'a beaucoup entendu, moi je trouve au contraire. On l'a un peu trop entendu, le milieu culturel, pour nous dire vaccinez-vous, tous les vaccinés hors des salles de cinéma. On l'a beaucoup trop entendu. C'est ça le problème. S'ils avaient eu au moins le courage de fermer leur gueule, même pas,
Ils étaient tellement lâches pour obtenir des subventions qu'ils sont allés carrément au charbon en disant non, il faut vraiment suivre toutes les recommandations du bon ministre de la Santé, etc. Non, ils n'ont pas fermé leur gueule. C'est ce que je leur reproche. Donc moi, à contrario, en effet, j'ai ouvert ma gueule, mais bon, dans le sens inverse, quoi. Voilà. Et justement, pour rebondir là-dessus, vous, effectivement, vous n'avez pas fermé votre gueule. Mais quelle est... Moi, la question que je me pose toujours, c'est de savoir, est-ce que vous avez des comparses, j'allais dire des comédiens, des gens du milieu, qui n'en pensent pas moins, mais qui préfèrent ne pas forcément le dire tout de suite? Alors, fort heureusement, c'est grâce justement à mes films, là, Le Monde d'après 1 et Le Monde d'après 2, j'ai pu découvrir avec une grande joie que beaucoup de gens qui ne disaient rien comme ça, de manière officielle, en fait, si on grattait un peu, ben, ils pensaient un peu comme nous, quoi. Donc en fait, on pense qu'on est très peu nombreux. Moi, je pense qu'on est très nombreux. Et il suffit juste d'oser sortir du bois. Et je pense que voilà, il faut commencer à sortir du bois, hein, parce que nous sommes, à mon avis, la majorité. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le pouvoir. Voilà. Le problème, il est là, en fait. Hein. Voilà. Nous sommes la majorité sans avoir le pouvoir. Et on veut nous faire croire que nous sommes en démocratie. Bon, enfin, la blague est là. Hein. Enfin, c'est épouvantable, mais bon, bref. Alors, je vais me tourner vers René Chiche, qui donc a usé de sa liberté d'expression, justement, il y a quelques mois, et a connu la foudre, non pas de Jupiter, mais de Papendiaï. Même pas. Et voilà, j'aimerais qu'il développe un petit peu les derniers mois un petit peu turbulents qu'il a pu vivre. Non, même pas, en réalité. Écoutez, d'abord, je voudrais redire, comme je l'ai dit ce matin, mon plaisir et l'honneur que vous me faites de m'avoir invité, Florian Philippot, pour parler de sujets que d'autres éludent, alors que ce sont des sujets majeurs, bien sûr, la liberté d'expression. Alors après l'introduction magistrale d'André Berkoff et les choses très importantes qu'a dit Laurent Firode sur le fait qu'on n'a même plus le droit de rire. Rendez-vous compte que même le rire en France est devenu maintenant suspect. Coluche aujourd'hui, ce serait plus possible. L'atteinte à la liberté d'expression, c'est pas le silence qui est imposé, c'est l'overdose de discours qui vont tous dans le même sens. Et sans la pluralité des discours, sans la contradiction, il est impossible de se faire une opinion, en réalité. La liberté d'expression, c'est la condition de la liberté de penser. Alors moi, je suis évidemment ici présent, je pense, d'abord pour témoigner, car, ça a été dit dans la présentation, je suis responsable syndical, j'ai défendu seul, nous sommes à peu près le seul syndicat à l'avoir fait, les personnels suspendus, et moi qui ai été suspendu aussi, et quand je dis défendu, c'est-à-dire j'ai fait plusieurs recours auprès du Conseil d'État sur des sujets très importants, y compris le caractère aberrant de la définition administrative des contre-indications médicales autorisées. Mais voilà, je relativise. Moi aussi, j'ai été suspendu. J'ai été suspendu pendant 3 mois, sans traitement. Mais je pense d'abord à tous ceux qui ont été suspendus de façon définitive, à tous ceux dont le métier a été détruit, dont la vie a été détruite. Et je relativise complètement par rapport à ça ce qui m'est arrivé. En revanche, ce qui est un peu particulier dans mon cas, c'est que je n'ai pas été suspendu parce que je ne portais pas le masque en classe. J'ai pas été suspendu, je suis professeur, je n'ai pas été suspendu parce que je disais en classe des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai été suspendu parce que j'ai exprimé en tant que citoyen ce que je pense, et notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, mais également à la télévision. J'ai à un moment donné été chroniqueur sur un plateau de télévision. Et dans l'arrêté de sanctions qui m'a été infligé, il m'est reproché explicitement
les propos que j'ai tenus à la télévision. Je me souviens d'une émission d'une chaîne que je ne nommerai pas, dont le teasing était le suivant: faut-il pourrir la vie des non-vaccinés? J'avais osé m'indigner du titre même de cette émission, et ça s'est retrouvé dans mon dossier administratif. Alors, ce n'est pas Pape Ndiaye qui est à l'origine de cette sanction. C'est beaucoup plus grave que cela en un sens, c'est beaucoup plus pittoresque aussi en un autre. Pape Ndiaye est un individu qui a montré son inexistence et son incompétence. Donc c'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais enfin, bon, c'est un ministre qui ne pouvait rien refuser à la Macronie. Et c'est la Macronie qui m'a en réalité sanctionné, en la personne d'abord d'une députée qui, à l'origine, n'était sans doute pas autre chose qu'une intrigante, et qui est aujourd'hui ministre, membre du gouvernement, qui s'appelle Aurore Bergé. Aurore Bergé se prend tellement pour le centre du monde que lorsque je parle de quelque chose qui ne la concerne même pas, elle se sent visée. Elle se sent visée. Donc, le 28 décembre 2021, j'ai commis un tweet. Ce tweet est-il injurieux? Non, il est descriptif. Il compare deux objets juridiques. À ma connaissance, en France, jamais une loi n'avait interdit l'accès à des trains, à des restaurants, à des services publics, à des lieux, à des citoyens qui n'avaient commis aucune faute. Car aucune loi ne les obligeait à se vacciner. Et en tant que professeur de philosophie, eh bien là, mon devoir, j'ai jugé qu'il était de m'exprimer. Je dis bien en tant que professeur de philosophie. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, j'assistais à la négation totale de tout ce que j'enseigne. Et de tout ce que j'enseigne, non pas par mon bon plaisir, mais parce que c'est l'État qui me charge d'enseigner la vie sous la conduite de la raison. Et que je la voyais piétiner par des mesures insensées. Alors, à double titre, je me suis exprimé. Je me suis exprimé comme citoyen et je me suis effectivement exprimé comme professeur. J'ajouterais, ça l'a été dit, je me suis aussi exprimé en tant que responsable syndical. Et c'est la première fois qu'on sanctionne un responsable syndical pour son expression en agitant le pseudo devoir de réserve, sur lequel éventuellement on aura l'occasion de revenir ensuite. Eh bien, dans ce tweet que je vous ai cité, Madame Bergé s'est sentie visée. Mon tweet a été écrit le 28 décembre. Les députés n'avaient pas encore voté, donc je ne pouvais pas savoir à qui le reproche que j'adressais s'appliquait effectivement. Immédiatement, Madame Bergé a annoncé sur Twitter qu'elle portait plainte contre moi. Mais dans la foulée, plusieurs députés du même mouvement, ça s'appelait La République En Marche à l'époque, ont fait la même chose. C'est la seule qui soit allée jusqu'au bout, les autres apparemment n'ont pas été jusqu'au bout. Mais ce qui est grave, c'est que l'éducation nationale, qui est une institution, a été utilisée, je le dis là publiquement, mais je l'ai déjà écrit sur Twitter, a été utilisée et instrumentalisée pour mener un procès politique. Un procès politique en utilisant le seul talon d'Achille qui est le mien, à savoir ma qualité de fonctionnaire. Et effectivement, on a brandi mon statut de professeur comme étant ce qui était censé m'interdire de m'exprimer. Bon, écoutez, les professeurs ne sont pas des sous-citoyens, les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas des sous-citoyens. On le sait depuis au moins 1983 et un texte de référence qui a été signé par un ancien ministre socialiste d'ailleurs, qui a modifié le statut de la fonction publique et qui a, dans Le Monde, écrit à l'époque qu'il n'y avait pas de devoir de réserve pour les fonctionnaires et que les fonctionnaires n'étaient pas des sous-citoyens. Ils ne pouvaient pas être privés d'un droit constitutionnel reconnu à tout le monde. Donc je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi m'ont-ils poursuivi? Et la réponse, elle est dans l'acte d'accusation lui-même. Ce qu'on me reproche, finalement, c'est d'avoir eu de l'audience. C'est d'avoir eu de l'audience. Si j'avais dit la même chose
mais que je n'avais pas eu une telle audience. Donc ça veut dire que j'ai gêné. Et donc ça veut dire que ces gens-là sont très fragiles. Je dirais même que la sanction qu'ils m'ont infligée est la preuve de leur faiblesse. Et j'ai déjà gagné. Même si je n'ai pas encore gagné devant les tribunaux, je sais très bien, vu le soutien, y compris le vôtre, dont je vous remercie, qui me touche beaucoup, mais à part les responsables politiques de ce que j'appelle la fausse gauche, qui auraient dû être les premiers à me défendre, et qui sont restés complètement silencieux, lâches. J'ai eu beaucoup de soutien, et tous ces soutiens, je constate qu'ils viennent effectivement de partis qui sont réputés être de droite, d'extrême droite, ou que sais-je encore. Et bien plus grave que la censure, bien plus grave que les sanctions, parce que les sanctions sont toujours une preuve de faiblesse. Socrate, on n'a pu que le tuer. La libre pensée est invincible, dit Alain, on n'a pu que le tuer. Bon. Bien plus grave que cela, il y a le discrédit. C'est-à-dire il y a la censure indirecte. On peut vous priver de la parole de différents moyens, mais le pire, c'est de vous tendre un micro et de vous coller une étiquette. Et là, il faut être effectivement sans pitié contre cette atteinte fondamentale, non pas seulement à la liberté d'expression, mais je dirais au simple pluralisme. On semble avoir oublié, dans notre soi-disant démocratie, les vertus du pluralisme et la fameuse définition de Debré qui disait que la démocratie, c'est le conflit. Eh bien oui, le conflit par la parole. Mais si ce n'est pas par la parole, c'est par les actes. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? En supprimant la liberté d'expression, on veut qu'on se tape dessus? Franchement, c'est pas sérieux. Alors, je pourrais revenir ensuite en détail sur ces sanctions, etc. C'est pas très intéressant, mais voilà, je voulais vous dire que je fais l'objet à la fois d'une procédure dite disciplinaire, mais aussi d'une mise en examen de la part d'une députée qui est maintenant ministre. Eh bien, ces gens-là, je ne vais pas les lâcher. Je ne vais pas les lâcher. Je suis parti pour de très longues années de procédure, je le sais. Je suis conscient que, au travers de mon cas, il y a des enjeux qui me dépassent. Par exemple, la décision d'un tribunal administratif sur mon affaire fera jurisprudence. Elle fera jurisprudence. Donc il est essentiel que nous contraignions les juges à prendre une décision qui permette de préserver la liberté d'expression, y compris celle des fonctionnaires, y compris celle des professeurs. Et si je dois aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour l'obtenir, eh bien j'irai. Voilà. Et puis bon, l'autre versant, eh bien, Aurore Berger, je suis désolé, madame, si vous m'écoutez, vous n'auriez pas dû faire ça. Vous n'auriez pas dû faire ça. Vous allez maintenant devoir rendre des comptes. On n'est pas, effectivement, dans un régime politique où l'on peut se permettre, parce qu'on est au pouvoir, d'attaquer n'importe qui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, René Chiche. Je me tourne maintenant vers Éric Morillo. Justement, on parlait de cet aspect... il fait un petit peu chaud. On parlait de cet aspect d'audience, justement, qui a été reproché, à René Chiche. On voit une tendance lourde, qui est la baisse des audiences des médias audiovisuels classiques, mainstream, également des baisse de tirage de la presse écrite, qui ne sont plus que ce qu'elles étaient. Et on voit l'avènement des réseaux sociaux qui délivrent une autre forme d'information. Est-ce qu'on n'est pas là à un point de bascule où les réseaux sociaux vont vraiment devenir le premier relais d'information pour les citoyens? D'abord, merci beaucoup. À mon tour, je me joins à ce qu'a dit mon prédécesseur. Merci beaucoup à Florian Philippot de m'avoir permis de figurer parmi ces intervenants de prestige et que j'ai en plus le privilège de connaître puisqu'ils m'ont fait aussi le plaisir de venir dans mon émission. Donc oui,
Pour vous répondre, alors je vais apporter, j'espère, une petite note d'espoir malgré tout, suite à tout ce qui a été dit précédemment, puisque je dois faire aussi un peu le bilan de ma propre expérience. Moi, j'ai été à mon tour suspendu, même si le terme est peut-être un peu galvaudé dans mon cas, mais des médias mainstream, parce que ça fait quand même plusieurs années, au-delà de la dernière expérience que j'avais professionnelle, que je travaillais dans les médias dits mainstream. Et j'aurais pu y revenir. Et il se trouve que, à la suite donc, de ma dernière expérience, j'ai eu l'occasion de pouvoir revenir dans quelques médias pour refaire ce que je faisais depuis plusieurs années, c'est-à-dire être présentateur de chaînes d'information, ce que je faisais depuis presque 20 ans. Et il paraît qu'autour de 50 ans en psychologie, on peut faire ce qu'on appelle un revival. Et donc je me suis dit, c'est le moment de m'affirmer et peut-être d'essayer de faire ce que j'avais toujours rêvé de faire, c'est-à-dire donner la parole à des gens que je voyais jamais dans les médias dits classiques. Et ce qui était assez amusant, c'est que à peine avais-je commencé à aller sur Internet que la plupart d'amis, on va dire que j'ai gardé malgré tout, mais que je connaissais dans les médias classiques, m'ont dit « Mais Eric, tu prends une tangente extrêmement dangereuse parce que tu n'en as peut-être pas conscience, mais tu es en train de prendre un billet aller, mais non retour, dans les médias mainstream. » Et c'est amusant parce que la personne que je ne citerai pas qui m'avait dit ça travaille aujourd'hui dans une chaîne d'information qui fait, je vais peut-être l'apprendre à pas mal de gens, puisque c'est une chaîne que vous financez en plus, qui s'appelle France Info Télé, qui fait 30 000 téléspectateurs le matin entre 9h et 11h. Voilà. Enfin, c'est absolument affligeant, tellement c'est ridicule, et puis ça coûte très cher, ça nous coûte très cher. Et ce que j'avais dit à cette personne, je lui avais dit, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que les médias mainstream d'aujourd'hui vont devenir les médias has-been de demain. Et j'en suis absolument convaincu parce que, merci. Ce que j'aimerais vous dire, à part notre maître à tous ici présent, qui est André Berkoff, qui m'a vraiment... je tiens à le remercier. Ouais, non, mais je pense que c'est absolument énorme ce que fait André, et vraiment, je vais pas non plus faire le faux modeste. C'est évidemment, dans mon cas, plus qu'un parrain, quelqu'un qui est un exemple pour moi parce qu'il a une culture que je n'ai pas en plus. Mais je veux vous dire à vous tous que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous n'imaginez et que nous ne sommes pas seuls. Voilà ce que je veux dire. Nous sommes très, très nombreux. Je travaillais... dans des médias donc très connus, et vous pouvez pas imaginer, depuis que je ne travaille plus dans ces médias et que je travaille sur Internet et que quelques émissions qui font en effet, merci de l'avoir rappelé, des scores d'audience qui se comptent en plusieurs centaines de milliers, je n'ai jamais eu autant de marques de sympathie et d'affection. Et donc, d'abord, je voulais vous en remercier parce que j'ai pas souvent l'occasion, c'est vrai, d'être au contact des gens qui regardent mes invités, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que peut-être en conclusion de mon propos, je vais laisser la parole à mes voisins, mais ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un peu méprisante d'ailleurs, les médias alternatifs, on en parlait d'ailleurs juste avant de venir avec mes compères, il y a un éditorialiste très connu américain, bon là évidemment je me compare pas à lui, mais je veux dire c'est un phénomène qui s'appelle Tucker Carlson, qui vient de Fox News, et qui a été, et c'est vous qui me l'avez appris, donc là je me permets de reprendre ce que, je crois que c'est André qui m'a dit ça, le jour de la primaire des républicains américains, a interviewé Donald Trump et a fait 220 millions d'audience sur Twitter. Donc aujourd'hui, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle de manière péjorative les médias alternatifs sont les médias, non seulement même pas de demain, sont les médias d'aujourd'hui, et sur ces médias, nous pouvons reprendre le pouvoir et nous pouvons, je pense, c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons peur aux gens qui nous dirigent, parce que ces médias deviennent aussi puissants que des médias. Aujourd'hui, il y a plus de 20 heures à TF1, enfin il y en a bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est moi je l'ai vu dans mes incorrectibles à moi, juste une petite parole de Daniel Guichard de 15 secondes peut être reprise exactement comme il le serait s'il était invité du 20h de TF1. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, enfin, ce fameux plafond de verre qui nous empêchait de recevoir des invités, qui censurait les invités qu'on recevait, ou en tout cas qui nous permettait pas de les recevoir comme on l'entendait, eh bien aujourd'hui, grâce à vous, grâce en effet à
à vous qui nous soutenez pas seulement en termes de sympathie, mais en termes financiers. Moi, je tiens vraiment à remercier vraiment tous les gens qui nous soutiennent financièrement, parce que sans eux, on ne pourrait pas produire ces émissions digital natives, comme on dit, c'est-à-dire qui n'ont pas eu d'autre vie que sur le digital. Voilà, il y a un espoir. Et Florian, d'ailleurs, en est exactement aussi la preuve avec sa chaîne YouTube. Et c'est plus de 400 000 abonnés. Voilà, on peut leur faire peur et on peut surtout avoir une véritable influence. Voilà, c'est ça le plus important. Merci beaucoup, Eric. Je vais me retourner vers André Berkoff. Alors, André, donc face à cette audience des réseaux sociaux, on voit fleurir maintenant dans les médias traditionnels ce qu'on appelle des décodeurs, des fact-checkers. Et j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous percevez ces nouveaux maîtres de la pensée. Je suis content que vous parliez de maître alors qu'il s'agit de serviteurs. Et je dirais même de larbin. Mais je voudrais revenir justement à l'essentiel. Et sachez ce qu'a dit Eric, et moi je suis aussi optimiste sur le moyen terme et le long terme. Vous savez, on dit toujours qu'est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas quoi faire. C'était la phrase d'Anna Karina dans le célèbre film de Jean-Luc Godard. Qu'est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, je vais vous dire, à partir du moment où nous avons eu, et on va vous évoquer des choses qui sont passées il n'y a pas si longtemps, hein, ce n'était pas la préhistoire, c'est pas raconte-nous, grand-père, raconte-nous, c'était le Covid. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'il y a une parole qui dit tous vaccinés, tous protégés, protégés à 95%, et ajoutons, parce que c'est totalement dans la racine de ce qu'on appelle la liberté, l'exercice de la liberté. Mais, et tous ceux, attention, tous ceux qui ne croient pas qu'on est protégé à 95%, qui se posent des questions, qui ne sont pas anti-vax, qui sont presque vaccinés, qui se sont fait vacciner. Mais il y a peut-être des effets secondaires et autres. Et c'est là où ça devient très intéressant. Pourquoi la liberté d'expression? Parce qu'on ne vous a jamais dit, il y a 3 ans, que quand les États, et la parlant de l'immortelle Ursula von der Leyen, ont signé pour 4 milliards 100 millions de doses, 10 doses par concitoyen européen, nous sommes 410 millions. Et ce qu'ils ont dit, écoutez, je crois que ce qu'on appelle la démocratie, on aurait pu savoir ce que sont ces contrats. Et vous savez que ces contrats, jusqu'à la date dont je vous parle aujourd'hui, sont biffés. Tous ces contrats ne peuvent pas être vus par les députés européens, qui se procurent ça en samizdat, comme si on était dans l'URSS. Il faut le savoir. Pourquoi? Parce que dans les contrats, on dit, eh bien écoutez, s'il y avait des effets secondaires indésirables, ça date de début 2020, eh bien écoutez, les labos ne sont pas responsables. Ah ben nous, écoutez, vous nous avez demandé d'y aller, eh ben on y va. C'est-à-dire, j'achète une voiture, les pneus glissent, ben, le fabricant n'y est pour rien. Vous avez qu'à vous retourner vers l'État. Et tous les États ont signé cela. Tous les États européens, en tout cas, ont signé cela. Pourquoi c'est grave? Et on revient à la liberté d'expression. Parce que ces braves gens, ce camp du bien, ces gens de bonne conscience qui parlent de la diversité. Oui, diversité, mais alors diversité ethnique, diversité genre, diversité woke, diversité cancel culture, sauf la diversité de la vérité. Ah non, non, à ça on n'en parle pas. Il n'y a pas. S'il y a une vérité unique, et puis à le reste, on n'a posé pas de questions. Circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, tout ça commence par les contre-pouvoirs. Un pouvoir sans contre-pouvoir, eh bien, on sait très bien ce que ça donne, et vous le savez très bien dans tous les domaines. À partir du moment où des gens qui peuvent s'exprimer comme gardiens de laquelle vérité, et ce n'est pas la vérité. Parce que le problème de ces braves gens, qu'ils soient de droite ou de gauche ou autre, le réel, ils s'en foutent. Ce qui leur intéresse, c'est leur perception de réel qu'ils veulent vous imprimer. C'est ça le truc. Le réel, mais sauf que le réel frappe à la porte.
À un moment donné, il est là. Alors on peut boucher les fenêtres, les portes, les oreilles, les yeux, sauf qu'à un moment donné, la porte s'en trouve et le vent s'engouffre. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, le problème vraiment le plus important par rapport à la liberté d'expression, c'est pas seulement, c'est de lutter pour la garantir, de boycotter les organes, quels qu'ils soient, qui refusent de recevoir les gens dissidents. Moi, je vais vous raconter mon expérience à Sud Radio et ailleurs. C'est quand on vous recevait, par exemple, un Perron ou un Raoult. On peut penser ce qu'on veut. Je ne dis pas que j'étais d'accord, surtout avec lui. Je reçois Raoult. Ah, mais c'est du conspirationnisme. Au temps de l'URSS, quand M. Arthur Kessler avait écrit Le zéro et l'infini sur les camps de travers en URSS, on le traitait d'hitléro-trotskiste. Aujourd'hui, on s'est modernisé, on n'appelle pas conspirationniste. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, les trucs d'étiquette? Donc, simplement à dire que vous pouvez agir, que tout le monde peut agir à tous les étages et à tous les niveaux. Vous savez, il y a une boîte qui s'appelle les Sleeping Giants, qui demandent, parce que les journaux, les médias vivent aussi de leur publicité. Nous allons parler du service public, vous inquiétez pas. France Inter, France Info. Mais la diversité magnifique du service public. Nous sommes 30 millions de foyers français à payer la redevance, ou ce qui s'appelle la redevance, mais nous la payons toujours. En revanche, vous avez vu une seule émission animée par quelqu'un qui n'est pas Bobo Gaucho? Une seule? Animée une seule? Non. Pourquoi? Mais vive la diversité. Moi, je veux bien qu'il y ait l'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche, la droite, mais où sont-ils? Pourquoi il y a des gens tricards? Eh bien, je vais vous dire, quand il y a eu l'histoire de CNews et autres, quand des gens ont dit, vous allez boycotter les gens qui mettent de la pub dans CNews, mais je cite CNews, peux-je citer l'autre? Eh bien, vous aussi, vous pouvez boycotter. Quand vous voyez des radios Pravda, quand vous voyez des radios ou des médias à sens unique, eh bien, boycottez les gens qui font de la pub dans ces médias. Voilà. Boycotter les gens qui font de la publicité dans les médias à sens unique. La liberté, encore une fois, c'est une lutte. Il faut se battre. Et je crois que le plus important, alors pour revenir simplement aux fact-checkers, c'était très amusant. Parce que les gens disent, nous vérifions l'information. Mais moi, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a 3 ans, en plein confinement, j'ai raconté, je n'ai pas révélé, c'était quelque chose de connu, la corruption jusqu'à l'os et jusqu'à la moelle de la famille Biden, notamment Hunter Biden, le fils du président de la République. Jusqu'à la moelle, jusqu'à l'os, il y a eu le fameux ordinateur qui avait été oublié par lui, etc., etc. Eh bien, je vais vous dire, moi, ce qui m'a fasciné, pas un mot, silence radio, c'est le cas de le dire, ou silence télé, pendant 3 ans, ici en France, je ne parle même pas des États-Unis. Mais alors, on ne peut pas parler de tout. On peut parler de Trump, on peut vomir Trump, mais alors Biden, attention, on n'y touche pas. Donc, c'est ça qui ne va pas. À partir du moment où vous avez une Pravda à sens unique, à partir du moment où les gens... Et c'est ça la liberté, ils ne mentent pas, ils mentent par omission. Attention, cette question ne sera pas posée. On n'en parle pas, allez, circulez. Et ça, c'est le plus grave. Voilà, je vais vous dire, en tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez à tous les niveaux vous battre, en parler et faire circuler, non pas la désinformation, mais l'information. Merci beaucoup, André, pour ce plaidoyer pour la liberté d'expression dont on a vraiment besoin. Laurent Firode, je voudrais qu'on revienne un petit peu à la jeunesse justement de vos 2 films que vous avez réalisés. Est-ce que vous avez eu la démarche d'aller voir des sociétés de production mainstream pour tenter de vendre cette idée? Est-ce que vous avez été accueilli de la manière dont vous le pensiez? Et comment vous vous êtes débrouillé finalement pour réaliser ces 2 œuvres cinématographiques? Alors, je ne suis allé voir personne, hein, parce que je connais bien le milieu du cinéma, parce qu'en fait, bon, ces 2 films, là, Le Monde d'après 1 et Le Monde d'après 2, bon, je tiens à dire aussi également que Le Monde d'après 3 est quasiment fini, il va sortir en octobre. Voilà. Donc je continue, hein. Je continue, bien sûr. Je savais pertinemment que je serais honni, rejeté de tous. Le Monde d'après 1 avait été vu par quelques critiques de la presse mainstream, notamment Télérama, qui avait émis comme critique un film
maladroit quant à la politique gouvernementale sur la santé. Voilà. C'est une critique de CMA, ça, dans le truc. Enfin, les mecs voilà, on est dans une folie totale. Donc évidemment, je suis allé voir personne. Et après, bon, voilà, le film, je l'ai fait, je dirais, avec mes propres moyens et avec des amis proches autour de moi. Donc c'était un film qui avait coûté très peu d'argent. Hein. Le film a dû coûter entre, oui, à peu près 500 € en fait. Hein. Donc c'était dérisoire. Oui, bah oui. Encore absolu, je crois. Voilà. Et voilà, et le film a reçu un accueil très chaleureux auprès du public, donc ce qui m'a permis d'en faire aussitôt un autre, et également un troisième. Donc voilà, donc en fait, ces films-là sont faits totalement en marge du système. Parce que le système, j'en viens du système. Moi, j'ai fait des téléfilms, j'ai travaillé pour France Télévisions, j'ai travaillé pour Arte, donc je connais très bien le système, et je sais qu'il est très corrompu, et il est de plus en plus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, arrivé à un certain âge, il faut être raisonnable, arrêter d'être corrompu, voilà, et aussi se dire également... si j'ai cette passion de faire des films, je pense que c'est parce que voilà, j'ai envie d'avoir cette liberté d'artiste. Et tant pis si je mets une croix sur toutes les subventions, basta, et j'y vais tout seul. Et en fait, voilà, c'est possible. Alors, il y a encore deux... on pourrait parler évidemment des heures. Il y a deux sujets qui me semble important d'évoquer. Dans cette table ronde, on n'a pas encore parlé trop d'Union européenne, mais on a eu une décision il y a quelques mois d'Ursula von der Leyen de couper l'accès à RT France, qui était un média qui était installé, légalement installé sur le territoire français. Elle a coupé en fait l'accès. René Chiche, est-ce que vous pensez que cette institution est dans son droit pour couper l'accès à un média qui fonctionnait normalement et qui avait, pour le coup, une audience qui se développait de plus en plus? Est-ce que ça vous semble... C'est une question évidemment un petit peu rhétorique, mais est-ce que ça vous semble... C'est une question, c'est un piège votre question. En fait. On m'a déjà traité de canaille poutinienne on m'a appelé Tchitchov parce que j'ai défendu effectivement le droit... non pas d'RT France en tant que tel, mais de journalistes qui sont des journalistes français avec carte de presse. Moi, je connaissais celui qui était spécialisé sur les questions de l'éducation. Et je peux vous dire, parce que c'est un sujet, évidemment, c'est pour moi le sujet de prédilection, l'éducation, qui a une telle pensée unique, c'est-à-dire la pensée unique, c'est comme la vérité unique dont parlait tout à l'heure André Berkoff. La vérité unique, c'est le contraire de la vérité. La pensée unique, c'est l'absence de pensée. Et sur les questions d'éducation, il y a tellement peu de pluralisme, tellement peu de débat et tellement peu de travail sérieux de la part des journalistes que quand on en trouve un qui s'intéresse vraiment à la réalité du système éducatif, on a l'impression d'être comme un assoiffé dans le désert qui tombe sur une goutte d'eau, quoi. Donc, moi, j'ai fait la découverte sur RT France d'un journaliste qui s'intéressait vraiment aux questions qu'il traitait. Il était sur RT France, il aurait été à Libération, j'aurais eu la même réaction, évidemment. Et donc, lorsque RT France a été interdite, effectivement, j'ai pris leur défense. Non pas parce que je suis payé par Poutine, hein, j'aimerais bien, mais tout simplement parce que je défends des principes. Je défends des principes. Et la plupart des gens à gauche ont troqué les principes contre les convictions. C'est-à-dire qu'ils ne défendent des principes que si c'est pour leurs amis. Ils devraient être les premiers à défendre la liberté d'expression, mais à condition que ce soit pour dire les choses avec lesquelles ils sont d'accord. Mais c'est trop facile. Donc, moi, effectivement, j'ai défendu RT France, mais je pense que le problème, il est bien au-delà. Vous avez mis les pieds dans le plat en parlant de l'Europe. Tout à l'heure, on parlait du contre-pouvoir que représentent les réseaux sociaux par rapport à cette espèce de microcosme, parce que, franchement, un article de Télérama n'est lu que par les lecteurs de Télérama, c'est-à-dire en fait ceux qui écrivent dans Télérama. Je veux dire, c'est une vraie...
c'est un microcosme. C'est un microcosme. Et le pouvoir politique actuel, hier soir, j'arrivais pas à dormir à cause de la journée d'aujourd'hui, ça me tracassait. Donc j'ai écouté BFM. Il y avait un certain député Carl Olive. On avait l'impression qu'il était de la même, au même niveau de débat et de connaissance des dossiers que les journalistes qui l'interrogeaient, quoi. C'est un microcosme. Donc effectivement, nous faisons peur quand nous nous exprimons et quand nous faisons émerger à côté de cette réalité parallèle dans laquelle ils se repaissent, ils inventent un monde parallèle, quand nous faisons émerger la réalité, ce que vivent vraiment les gens et ce à quoi ils aspirent. Mais ce qui est grave, effectivement, c'est les annonces qui ont été faites par Thierry Breton. En fait, l'Europe est en train de réaliser que le peuple existe toujours. Et maintenant, il se sert des réseaux sociaux pour communiquer, pour faire savoir qu'il existe. Alors, il faut lui couper la parole. Et ça, c'est très grave, effectivement. Alors justement, merci René. Justement, pour André, pour Eric qui est officier, donc, notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez une crainte de ce DSA qui est donc actif maintenant depuis le 25 août, il me semble. Est-ce que vous pensez que Thierry Breton va venir toquer à votre porte pour vous demander de supprimer vos derniers tweets ou vous pensez que vous allez encore pouvoir utiliser votre liberté d'expression? Moi, d'abord, je pense qu'à l'heure où on parle, Elon Musk tremble. Je pense que quand Thierry Breton a donc laissé entendre qu'il allait faire des descentes chez Twitter pour aller venir taper avec sa règle sur le doigt d'Elon Musk, je pense qu'Elon Musk a vite été se cacher et il est mort de trouille. Alors on parle, on ne sait même pas où il est d'ailleurs. Je vais vous dire, Elon Musk en ce moment dort encore moins que René Chiche. Voilà. Il n'en peut plus, Elon Musk. Il tremble de peur. Il n'en peut plus. Non, mais en plus, c'est intéressant parce que là, on peut faire facilement le lien avec la question précédente. Vous parliez des fact-checkers. Moi, les fact-checkers, il se trouve que on peut les appeler, c'est une insulte à l'intelligence, quoi. C'est même, moi, j'en rigole parce que bon, là, il y a un sujet qui est quand même beaucoup moins drôle, qui a été celui du fonds Marianne. Et le fonds Marianne, enfin, ce scandale, donc, qui a été enfin un petit peu révélé, mais qui n'a pas eu quand même, à part chez André ou chez moi ou chez quelques autres, l'audience qu'il aurait dû avoir, a permis de démasquer, de faire tomber les masques. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tous ces laquais, comme le disait René tout à l'heure, ces laquais du pouvoir sont financés. On a d'ailleurs démasqué Conspiracy Watch. C'était grâce à Greg Tabibian le premier à mettre Conspiracy Watch devant une énorme contradiction. On a réalisé qu'ils avaient près de 50% de financement public. Et encore parce qu'ils ne voulaient pas dépasser 50%, parce qu'au-delà de 50%, ça pourrait quand même faire suspect. Mais bon, voilà, ces gens-là sont non seulement des laquais du pouvoir, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se ligue, qu'on se lève pour démasquer à chaque fois qu'on peut le faire ces faux nez de gens qui se prétendent détenir la vérité vraie et que les affreux, on peut même pas dire, j'ai même pas de mots pour décrire ce qu'on pourrait être parce que il y a conspirationniste, il y a complotiste. Vous avez oublié le terme extrême droite. Moi, c'est fabuleux parce que quand même, oui. Tu as été traité d'extrémiste de droite. Oui, moi je voulais juste ajouter, parce que un petit mot sur ce qu'on appelle à l'école l'éducation aux médias. Attention, ça va très loin cette histoire. Depuis des années, je suis choqué quand j'entends des journalistes dire on va décrypter l'info. Décrypter. Mais attendez, parce que l'info, on a besoin de la décrypter ou on prend les gens pour des idiots, quoi. Mais maintenant, on oblige certains enseignants à faire ce qu'on appelle de l'éducation aux médias. Mais c'est quoi l'éducation aux médias? Ça consiste en fait à apprendre aux élèves à considérer que France Info c'est la vérité et que tout ce qui n'est pas France Info c'est du complotisme. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est pas du tout le rôle de l'école. Donc là, il faut être vigilant. Maintenant, attention sur... évidemment, Elon Musk, ça l'empêche pas de dormir, ce que dit Thierry Breton. Mais attention, c'est pas Thierry Breton qui va venir vous embêter. La commission. C'est beaucoup plus pervers que ça. C'est qu'on charge les diffuseurs
d'aller à la chasse au contenu haineux, c'est-à-dire que c'est eux qui deviennent les juges. C'est vraiment la délation qui se met en place sous nos yeux. Mais comment peut-on laisser faire ça? Et comment peut-on avoir eu même l'idée de faire cela? Et là, je pense que là, il y a une réaction collective à avoir. La première réaction serait celle du boycott général. Et que ça se voit. Parce que quand même... C'est bien pour ça. Permets-moi de rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu m'as dit, tu viens de dire là que les diffuseurs, voilà, c'est sur eux que repose maintenant la censure. Mais moi, j'ai une réponse à t'apporter. Il faut qu'on devienne les diffuseurs. Tu vois, là, par exemple, je te donne mon exemple. Je suis actuellement diffusé sur YouTube. Bon, tout le monde sait que YouTube, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent de censurer ou de moins d'avoir un risque de censure. Eh bien, aujourd'hui, je te garantis que grâce à Internet, les frontières, elles tombent. J'ai des amis canadiens, donc je tiens à faire un petit coucou à quelqu'un qui est Canada, qui a donc remarqué mon émission, et apparemment il y a plus de liberté d'expression au Canada, et il s'appelle Edward Brouwer, c'est un petit jeune qui pour moi est demain un nouveau petit Mark Zuckerberg, qui a créé une nouvelle plateforme qui s'appelle Player. Là je fais un peu la pub, mais c'est pour lui donner un petit peu de la notoriété. Voilà, aujourd'hui il faut s'attaquer à ces grands diffuseurs que sont peut-être même YouTube. Moi j'ai besoin de YouTube parce que c'est là que l'audience est en majorité, donc je me sers de YouTube. Mais il faudra peut-être envisager que demain, il y ait des alternatives à YouTube et qu'avec des gens qui en représentent une audience, puisque des gens comme André, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi un pouvoir sur les gens qui nous écoutent. C'est que si demain, André s'exprime sur un autre média que celui ou ceux sur lesquels il travaille, je pense qu'il y aura une responsabilité de son audience, et on l'espère, qui le soutiendront et qui iront le suivre là où il ira demain. Donc je pense qu'il y aura... La nature a horreur du vide. Voilà le message qu'il faut garder en tête, même si on croit que ça n'est jamais impossible. Moi, on m'a dit que j'allais être au chômage 2 jours après. Grâce à vous, aujourd'hui, je gagne correctement ma vie, et puis les 5 personnes qui travaillent avec moi la gagnent, et puis permettent comme ça de faire... La nature a horreur du vide, il y a toujours un espace pour la liberté, et on le voit, sinon on ne serait pas aussi nombreux aujourd'hui. Il y a encore une fois de l'espoir, même en dépit au contraire de toutes les embûches qu'ils essayent de mettre sur notre chemin. Je ne suis pas du tout inquiet, au contraire, je pense que si j'étais plutôt à leur place, c'est plutôt à leur place que je serais inquiet, moi. Oui, je crois que je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit Eric Morillo, effectivement, je pense qu'on est dans quelque chose qui est en train de se répandre. Il faut être optimiste plutôt, mais très lucide. Très lucide, et je voudrais revenir sur l'Europe, quand même, sur l'Union européenne, etc. Il y a quand même quelque chose d'assez formidable, et quand je parle de l'Union européenne, je parle aussi du Parlement français. C'est quand même extraordinaire quand vous regardez un peu, avec un peu de distance, le Parlement français. On sait que le parti macroniste, je ne fais pas de jugement de valeur, n'est plus majoritaire. Ça change quoi? Ça change quoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce que j'appellerais le tout à l'ego. C'est-à-dire que si une proposition est proposée par le Rassemblement national, on va quand même pas voter avec les fachos. Si une proposition est proposée par la NUPES, on va pas voter avec les gauchos. C'est-à-dire que dans ce Parlement, en fait, le grand truc, c'est surtout ne bougez pas. On attend, on va voir ce qui va se passer. Et le plus beau, quand même, dans cette Union européenne, qui devient, comme l'a dit Vladimir Boukowski, une espèce d'URSS, en ersatz, bien sûr. Ce n'est pas le goulag, ce n'est pas la Sibérie, et heureusement, ce n'est pas les camps de travail. Mais quand même, qu'une Ursula von der Leyen peut continuer à faire ce qu'elle veut, avec qui elle veut et quand elle veut, sur les contrats, sur justement la coercition, sur les réseaux sociaux, sur la surveillance, la surveillance, sans que le Parlement européen n'arrive même pas à la convoquer. Le Parlement européen, c'est en principe, nous les Européens, ils sont même pas foutus de lui dire, Madame Ursula von der Leyen, venez raconter ce que vous faites. Vous avez un Parlement européen d'énuques, pardon de vous le dire, d'énuques, avec quelques exceptions que je saluerai, mais ce sont les muets du sérail. Ce sont des eunuques, sauf Gilbert Collard. Je ne vais pas dire Gilbert Collard, sauf Virginie de Joron, sauf Michel Rivasi, sauf un certain nombre. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont payés pour ça. Et chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont payés pour dire, là, ça ne va pas. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Vous les entendez? Ils sont sous la moquette. Sous la moquette. On les entend pas. Et ça, c'est le plus grave. Et ça, il faut arrêter cette résignation. Et chez eux, et chez nous. Et chez nous. Ne l'oubliez pas. Jamais la résignation, jamais n'accepter. Jamais, jamais. Et je reviens à ça. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, il y a un pouvoir. L'exécutif, le législatif. On rigole. Enfin, je veux dire, tout se passe comme ça. Le judiciaire, il y a beaucoup de problèmes à dire. Le pauvre Montesquieu doit se retourner dans sa tombe. Le pauvre, il ne sait plus où il est, quoi. Je veux dire, complètement. Donc, je reviens à ça. Le problème, c'est les gens qui disent à un moment donné non. Toute l'histoire a été faite par ces minorités agissantes qui ont dit à un moment donné non, on n'est pas d'accord, ça ne peut pas aller. Voilà. À moi de parler, à vous d'écouter. Et je vous souhaite vraiment, et je vous demande et je vous implore à vous qui êtes c'est pas par hasard que vous êtes ici, de vous dire à tous les niveaux, au niveau de la rue, au niveau des voisins, au niveau des quartiers, eh ben, vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Merci. Ouais, c'est l'heure. Merci beaucoup, merci André. On aurait pu continuer ce débat encore quelques heures, mais malheureusement, on a un programme qui est très chargé. Je tiens à remercier chacun des intervenants, en tout cas Laurent Firode, René Chiche, Éric Morillo, André Berkoff. Merci beaucoup à tous.